Bonjour et merci beaucoup de votre accueil, de votre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager un sujet qui me passionne. Comme on vous l'avait dit, j'ai travaillé 15 ans dans le milieu communautaire, dans un organisme d'accueil et d'intégration pour personnes immigrantes et réfugiées. Évidemment, la question de l'immigration m'intéresse beaucoup, mais la question de l'organisation communautaire est centrale à ce que je crois et mon action politique aussi. Donc, j'aimerais partager avec vous une recherche que j'ai faite il y a bientôt 5 ans sur l'opportunité de créer un organisme fédéral qui faciliterait aux organisations communautaires et bénévoles d'accéder à des programmes de soutien beaucoup plus raisonnables, beaucoup plus reconnaissants de leur contribution à la société. Alors, pourquoi je m'y intéresse? C'est une initiative de réflexion qui avait donc pour objectif d'observer les pratiques gouvernementales dans le financement, mais aussi dans le soutien qui est apporté aux organisations communautaires et évidemment toutes les répercussions que cela peut avoir sur la viabilité des organisations et sur l'impact que ça a sur les communautés environnantes. Ça visait aussi, et ça reste mon rêve, la création d'un secrétariat permanent à l'action communautaire autonome. Et ça, évidemment, ça découle de mes valeurs personnelles et de mes expériences dans le milieu bénévole et communautaire. Mais aussi parce que je crois profondément que le soutien bénévole et communautaire et que la reconnaissance politique de son apport à l'exercice d'une citoyenneté inclusive, au principe d'une démocratie responsable et à la contribution à la vie économique m'apparaissent comme des évidences incontournables dans une société qui se veut saine et progressive. Alors, qu'est-ce que c'est l'action communautaire autonome? Je suis certaine que dans toutes vos communautés, dans toutes vos villes ou quartiers ou arrondissements, vous avez des organismes communautaires, vous connaissez des organismes communautaires, ça peut passer de la fondation de l'école qui va soutenir les projets de l'école locale à l'association de soccer ou au centre d'action bénévole. Mais ça représente, au niveau du Canada, plus de 161 000 organisations et ça représente aussi 8,5 % de notre PIB. C'est considérable comme contribue à l'économie canadienne. Les organismes communautaires répondent souvent à des besoins et à des intérêts des citoyens qui ne satisfont ni les gouvernements ni le secteur privé. C'est un éventail très, très vaste de programmes qui est offert et souvent des services essentiels. Quand on pense juste aux popotes roulantes, par exemple, qui fonctionnent à base de bénévoles et de dons, que ce soit les supermarchés ou d'autres organismes aident à contribuer avec la nourriture. Imaginez la quantité de personnes qui seraient en détresse vraie si on ne pouvait pas compter sur une institution qui est devenue la popote roulante dans toutes nos communautés. Donc, ils édifient ces organismes en capital social. Ils fournissent des solutions aux défis économiques, sociaux, environnementaux et culturels et tissent aussi, et ça c'est bien important, des liens entre les citoyens. Par exemple, je reviens un peu à ce que j'ai dit, le secteur bénévole et communautaire est très, très vaste. Vous avez une multitude d'organismes qui vont des petits groupes locaux aux très grands organismes cadres nationaux comme Centraide United Way. J'imagine que vous savez c'est quoi le principe de Centraide, qui recueille des fonds mais qui distribue après sur des organismes locaux. Ça comprend des organismes, des regroupements tels que les associations de quartier, les clubs de services, les centres d'hébergement, des clubs sportifs, des maisons de transition, des orchestres symphoniques. Donc, il y a des fondations d'écoles. Il y a un volet très, très vaste d'organismes qui sont identifiés sous le libellé de l'organisme communautaire et d'action communautaire et bénévole. Alors, l'état de la situation. Pourquoi est-ce que je me suis penchée sur la situation des organisations communautaires et bénévoles et pourquoi je crois que le gouvernement fédéral devrait avoir une responsabilité accrue pour améliorer la pérennité et la durabilité de ces organisations. Donc, nous sommes le 5e pays au monde avec un système communautaire et autonome en termes de largeur.
OK? Nous avons les Pays-Bas, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Suède qui nous dépassent, mais au prorata de notre population, le réseau communautaire et autonome et bénévole au Canada est quand même le 5e. 73 % de ces organismes fournissent des services ou des produits qui sont directs à la population. On revient par exemple à la popote roulante, c'est un service qui est direct à un individu. Le travail réalisé par le secteur bénévole et communautaire équivaut au travail à temps complet de 2 millions de personnes, rémunérées, on s'entend. Il représente encore 8,5 % du PIB et c'est un ajout de 76 milliards de dollars à l'économie canadienne. Chaque année, les bénévoles donnent au-delà de 2 milliards d'heures de leur temps. Et ça, on parle des bénévoles, on ne parle même pas du personnel rémunéré dans certains de ces organismes, je parle des bénévoles qui donnent de leur temps, de leur énergie au secteur. Nous avons autour de 6,5 millions de personnes qui font du bénévolat dans toutes les collectivités du Canada. Et en moyenne, une personne qui s'engage dans un organisme a tendance à s'engager dans plusieurs. Donc, en moyenne, une personne qui fait du bénévolat en fait dans 4 organisations différentes. Donc, ça, c'est un peu le profil. Actuellement, le régime de financement fédéral pour ces organisations, il privilégie ce qu'on appelle le financement par projet, ce que je déplore profondément, plutôt que le financement de base ou le financement de la mission de l'organisation, qui serait mon option. Donc, il y a 3 facteurs qui vont distinguer ce type de financement. Le financement de base est une aide financière ou une subvention accordée par les gouvernements, provinciaux ou fédéraux, pour soutenir les coûts d'organisation, les coûts de loyer, les coûts de salaire, les coûts d'assurance, tout ce que n'importe quel milieu de travail a besoin d'assurer pour que ça puisse réaliser sa mission. Il puisse réaliser sa mission. Par contre, le financement par projet, il vise très particulièrement et uniquement les coûts afférents à la réalisation d'un projet donné. Par exemple, le gouvernement a décidé que l'année prochaine, c'est l'année où on va mettre beaucoup d'énergie sur l'alphabétisation, par exemple. Donc, on va approcher des organismes qui sont de proche ou de loin concernés par l'alphabétisation et on va leur demander de créer des projets spécifiques pour cette année-là pour faire des activités en alphabétisation. Mais les subventions vont juste toucher à cela. Elles ne toucheront pas les autres besoins de l'organisation, tels son loyer, tous les frais fixes qu'une organisation doit avoir. Les organismes bénévoles et communautaires qui ont des ententes de financement de base conservent beaucoup d'autonomie dans comment ils réalisent leur mission. Donc, c'est à eux de décider, ou leur conseil d'administration qui décide quelles sont les priorités que l'organisme va avoir pour les prochaines 3, 4, 5 années. C'est l'organisme qui décide aussi comment répartir les différents fonds. Est-ce qu'on met plus d'emphase sur les salaires? Est-ce qu'on met plus d'emphase sur les programmes? Mais c'est à l'organisme de décider. Ce n'est pas le gouvernement qui vient l'imposer. Tandis que dans un modèle de financement par projet, c'est le bailleur de fonds qui contrôle les pourcentages de chaque sou qui est dépensé dans l'organisation. Et c'est là la grande différence de ces 2 types de financement. Et le financement de base est un financement de longue durée. C'est ce que j'aimerais le plus pour toute l'action communautaire autonome au Canada, c'est de sentir que son action n'est pas toujours sous la guillotine. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais quand vous devez à chaque année faire vos demandes de subvention, remplir tous les formulaires, refaire tous les rapports pour justifier votre vie, c'est extrêmement démotivant pour le milieu communautaire. J'y ai passé 15 ans, je sais un petit peu de quoi je parle. C'est vraiment décourageant d'avoir refaire ça, de reprouver à chaque fois que ce qu'on offre comme service est plus que justifiable et plus que nécessaire par la communauté. Donc, un financement de base ou un financement de mission est un financement qui est à long terme. 5 ans, 10 ans, ça dépend il y en a quelques-uns encore qui restent, ça dépend du type de ministère avec qui on fait affaire. Mais l'idée, c'est que l'organisme est assuré pendant une certaine période de temps qu'il va être financé, qu'il n'aura pas à refaire des demandes à chaque fois. Il va devoir produire des rapports à chaque année. C'est normal. On parle de deniers publics, donc on va rendre compte de comment on dépense cet argent. Mais on n'a pas besoin de refaire les demandes, de rejustifier à chaque fois pourquoi est-ce qu'on fait ces demandes-là. Alors, c'est une précarité qui perdure depuis
bien des années. Au début des années 90, c'est vraiment quand les gouvernements provinciaux et fédéraux ont changé la manière de financer les organisations. Et ça crée une lourdeur administrative qui a beaucoup d'impact sur la prestation de services directs. Évidemment, si on passe notre temps à écrire des rapports ou à faire des demandes de subventions, on accorde beaucoup moins de temps aux services qu'on doit rendre à notre communauté. Donc, c'est une des grandes problématiques. Aussi, le fait qu'on se débat continuellement avec des manques de fonds, on essaie de trouver partout un petit fonds de tiroir ici, un petit fonds de tiroir là, une subvention nouvelle à l'autre. Donc, c'est auprès des gouvernements, auprès des fondations, auprès des institutions privées, du secteur privé. C'est essayer toujours de trouver des sources de financement qui garantissent peut-être une année de plus de programmes, une année de plus de services à la communauté. Et évidemment, l'alourdissement des mécanismes de contrôle des bailleurs de fonds. C'est vraiment humiliant, et c'est le mot, d'avoir à chaque année à produire des dizaines de rapports pour justifier 3 000 $ que vous recevez du Fonds d'action communautaire de la députée ou de produire je ne sais pas combien de rapports pour la subvention que vous avez reçue du Conseil du Trésor ou peu importe la source. C'est humiliant pour chaque organisation d'avoir chaque année. Du mois de janvier au mois de mars, là, on ne fait que cela, produire des rapports. Et entre-temps, la communauté que vous desservez attend que vous prestez des services. Donc, aussi, un autre fait, et j'hésite à trop me lancer là-dedans, mais je pense qu'une des grandes causes de l'augmentation de l'action communautaire autonome dans nos sociétés occidentales est le fait que l'Église ou les Églises ont cessé d'avoir ce rôle qui était le leur il y a 40 ou 50 ans. Donc, il fallait que quelqu'un prenne la charge de ce que l'État ne prend pas en charge. Et c'est l'action qui est très proche du citoyen, c'est l'action qui voit dans l'immédiat quels sont les besoins, qui est capable de les remplir. L'Église le faisait avant, et maintenant, ce sont les organismes communautaires. Mais en plus, tous nos changements démographiques signifient qu'il y a une diversification de besoins. Nous avons une société qui vieillit, donc nous avons besoin de personnes qui veulent garder leur autonomie chez eux, mais qui ont besoin d'un certain appui et de certains services. Nous avons une société très multiethnique qui exige aussi une diversification de services assez considérable. Et donc, c'est nécessaire que les organismes s'adaptent et s'ajustent à cette diversification. Il y a aussi un manque total de remboursement de frais pour les personnes qui font du bénévolat. Je ne sais pas si vous en faites, mais vous savez très bien que c'est très rare qu'un organisme soit capable de vous rembourser vos frais de kilométrage, vos frais de stationnement, même de repas. C'est très rare qu'ils aient les moyens. Et l'autre grand défi pour le milieu, c'est le recrutement et la rétention de personnel qualifié. On s'entend que si vous êtes offert un salaire de 40 000 $ dans l'action communautaire et bénévole, vous êtes très chanceux. Parce que généralement, quand j'ai quitté la Maison internationale de la Rive-Sud, j'étais directrice générale en 2001 et je gagnais 37 000 $. Et j'avais au-delà d'un demi-million de dollars de subventions à gérer. Donc, juste pour vous donner une idée que ce n'est pas là que vous allez faire votre argent, ni votre fortune. Alors, quel est le futur souhaité? Quel est mon futur souhaité pour le milieu? Il y a un énorme consensus partout au Canada sur les problématiques et sur les besoins. L'universalité des problématiques, elle est reconnue. Donc, on s'entend que la reconnaissance du secteur comme un élément essentiel de nos sociétés, d'avoir une politique claire qui reconnaît le secteur, c'est un premier pas. Et ça devrait venir du gouvernement fédéral. Et éventuellement, c'est la création de cette instance permanente que j'appellerais le secrétariat permanent à l'action communautaire. Qu'est-ce qu'il aurait comme objectif? Il aurait le mandat de coordonner la mise en œuvre de la politique de reconnaissance et de s'assurer, entre autres, que l'impact sur les différents ministères concernés au niveau du fédéral soit uniformisé. Le SPAC devrait collaborer évidemment avec tous les différents ministères et organismes fédéraux et même les autres ordres gouvernementaux pour coordonner le sens à donner à ces subventions et à développer des mécanismes pour assurer une complémentarité
de toutes les mesures, du soutien financier, mais aussi des objectifs qu'on se donne comme société. Et le secrétariat permanent à l'action communautaire, devrait être le point d'ancrage des groupes bénévoles et communautaires et de leur vision, de servir de relais entre le gouvernement fédéral et l'ensemble des instances concernées. En plus, le mandat d'assurer cette mise en œuvre de la politique de reconnaissance et de soutien, il définirait les critères d'admissibilité des différents organismes au SPAC et soutiendrait leurs demandes dans les différents ministères, les demandes d'aide financière, mais aussi leurs demandes de reconnaissance. Un organisme qui se crée dans une communauté peut avoir besoin de soutien pour faire valider sa mission, ses objectifs, et ça serait un autre des rôles du secrétariat. Alors, c'est mon rêve. C'est ce que j'aimerais vous présenter comme idée de ce que j'aimerais voir éventuellement dans un gouvernement fédéral. Et c'est ce que je m'engage aussi à faire si jamais je retourne, ou j'aimerais retourner. Je vous remercie infiniment de votre attention. Merci, Madame Mendez.